Oui, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire de Plantécité sur la prise en compte des interactions faune-flore dans les espaces verts. Alors, je vais faire quelques petits mots techniques avant de passer la parole à Marianne. Donc, comme elle vous l'a dit, on vous demande de maintenir vos micros et caméras éteints. On va être ensemble pendant 1 heure. Il va y avoir environ 40 minutes d'intervention suivi d'un temps d'échange. Pendant la présentation, vous pouvez poser vos questions via le chat. Selon les sujets, on essaiera de vous apporter une réponse directement par écrit ou bien alors je reprendrai vos questions à l'issue du temps de présentation pour un échange avec les différentes intervenantes. Ce webinaire est enregistré, vous pourrez accéder au replay et les présentations seront mises à disposition sur le site internet de Plantécité. Marianne, je te laisse prendre la suite. Oui. Bonjour à tous. Donc, je suis Marianne Edon et vous avez entendu ma collègue Aurore Mican juste avant. Donc, le thème du webinaire, c'est bien de parler de la gestion écologique et de la biodiversité et de la prise en compte des interactions faune-flore. Donc, en effet, nous avons aujourd'hui différents travaux scientifiques qui montrent que les milieux urbains et périurbains peuvent constituer un refuge pour certaines espèces végétales et animales, notamment les oiseaux et les pollinisateurs. Et l'idée, c'est que pour que ces espaces verts et ces jardins soient en mesure d'héberger en réalité cette faune et cette flore, il faut que leurs besoins vitaux, ils soient satisfaits. Donc, en fonction des espèces, ça veut dire des besoins en termes d'alimentation, des besoins de nidification, de déplacement. Donc, c'est pour ça, en fait, on en vient à parler de l'importance des interactions faune-flore dans la gestion des espaces verts, surtout avec une gestion écologique qui trouve aujourd'hui sa place dans les stratégies de transition écologique et de préservation de la biodiversité qui sont menées aujourd'hui par les collectivités et les entreprises. Et donc, pour ça, aujourd'hui, on vous propose ce webinaire et on aura 2 témoignages pour illustrer ce qui se fait sur site pour adapter les pratiques aux interactions faune-flore. Donc, Marine Lemaire de la ville de Besançon et ensuite Chloé Laurent de la ville de Lyon. Mais dans un premier temps, Aurore et moi allons prendre la parole. L'idée, c'est de comprendre ce que ça veut dire de prendre en compte la biodiversité et les interactions entre la faune et la flore. Et pour ça, on va s'appuyer sur le référentiel de gestion écologique éco-jardin et aussi sur le projet de diffusion de connaissances qu'on a appelé Apollo autour des oiseaux et des insectes pollinisateurs. Une petite interruption avant la prise de parole d'Aurore. Merci de veiller à bien éteindre vos micros, s'il vous plaît, pour le confort auditif de tout le monde. Merci. Alors on peut continuer du coup. Merci Marianne. Donc la première question qu'on se pose, c'est sur quoi reposent les principes de gestion écologique. Alors la gestion écologique, c'est une démarche qui est fondée sur les principes de l'écologie scientifique appliquée à la gestion des espaces de nature en ville. Alors, j'entends toujours des micros, donc s'il vous plaît, pour tout le monde, merci de couper vos micros. Donc, comme je disais, la gestion écologique, c'est une démarche fondée sur les principes de l'écologie scientifique, appliquée à la gestion des espaces de nature en ville. Elle mise sur la connaissance, l'expérimentation et l'amélioration continue pour faire évoluer les pratiques de gestion des espaces verts afin d'y intégrer le fonctionnement des écosystèmes. En France, elle a émergé dans les années 2000 avec l'arrivée des politiques nationales en faveur de la biodiversité. Et à Plantécité, elle s'est concrétisée au travers de la coordination du projet Éco-Jardin. Alors, c'est un projet qui a mobilisé 14 partenaires pendant 2 ans, de 2009 à 2011, pour élaborer un guide de gestion écologique et un dispositif d'évaluation et de reconnaissance des pratiques mises en place, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité dans le cadre du plan Éco-Phyto. Aujourd'hui, Éco-Jardin, en plus du référentiel et du label du même nom, c'est un réseau avec près de 600 sites labellisés dans toute la France métropolitaine. Et depuis 2018, la démarche a bénéficié d'une reconnaissance nationale au travers du plan biodiversité du gouvernement.
Alors, si on regarde de plus près les grandes lignes du contenu du référentiel, alors le référentiel, c'est un guide de bonnes pratiques qui décrit, au travers de 7 grands chapitres qu'on a appelés domaines de gestion, les recommandations pour la mise en place d'une gestion écologique. Il aborde ainsi la mise en place de liaisons pour renforcer les trames écologiques du territoire, les trames vertes et bleues, mais aussi noires ou brunes, la préservation de la vie des sols, de leur diversité, la préservation de la ressource en eau et des dynamiques, le choix des végétaux et les pratiques d'entretien qui sont favorables à la biodiversité en matière de taille, de tonte ou de fauche par exemple. Alors si ces points constituent bien sûr le cœur du référentiel, l'approche globale de la gestion aborde également l'économie circulaire et l'impact environnemental des matériels et matériaux, la fédération des énergies et l'acquisition aussi de nouvelles compétences, parce qu'il est toujours intéressant de rappeler que la gestion écologique, c'est pas synonyme de ne rien faire, mais de mieux faire et de mieux faire en connaissant. Et puis enfin, les relations avec les différents publics qui peuvent être usagers des espaces. Alors toutes ces recommandations, on en a tiré des critères essentiels. Les critères essentiels, c'est le socle des pratiques de gestion écologique. Ils sont axés sur 4 domaines de gestion qui nous semblaient prépondérants dans la mise en œuvre d'une démarche de gestion écologique. Sur le sol, il s'agit de préserver une couverture du sol, donc une absence de sol à nu pour maintenir la vie et préserver les fonctionnalités des sols. En termes d'eau, la première étape, c'est l'évaluation des besoins en eau en fonction du climat, du type de sol et des végétaux. Et puis, jusqu'à une absence d'arrosage. Et pour des espaces très particuliers, on a aussi des critères de fonctionnement en circuit fermé, des fontaines et des murs végétalisés pour préserver la ressource. Sur la faune et la flore, 3 critères essentiels ont été élaborés. Donc la mise en place de mesures de préservation de la biodiversité, même simples sur les espaces. L'absence, bien évidemment, de traitement avec des produits phytosanitaires. Et puis, la mise en place de mesures de réduction de la production de déchets verts exportés des sites. Et comme je disais tout à l'heure, le dernier critère essentiel, c'est celui de la formation pour intégrer un plan de formation avec des thématiques écologiques et accompagner les jardiniers dans les changements de pratiques. On peut se poser la question du coup. On peut se poser la question de pourquoi dans la gestion écologique c'est important cette prise en compte des interactions entre la faune et la flore. Alors pourquoi c'est important? Prenons l'exemple d'une mare, d'une prairie ou d'un boisement. Donc son fonctionnement en termes de cycle de la matière, de régénération de la végétation ou en termes de contrôle des populations d'insectes ou de rongeurs, eh bien ce fonctionnement-là, ça repose sur les interactions entre espèces, qu'elles soient animales et végétales, et en particulier sur les dépendances alimentaires. Et en prenant en compte ces interactions entre espèces, eh bien, on optimise les processus écologiques tels qu'on les observe dans les milieux naturels en termes de chaîne alimentaire, de cycle de la matière. Et par conséquence, ces espaces végétalisés deviennent plus aptes, plus fonctionnels et plus aptes à répondre aux aléas sanitaires, aux aléas climatiques et aux autres contraintes urbaines. Alors, les oiseaux et les pollinisateurs sont des groupes intéressants à cibler parce que les mesures qui vont bénéficier aux oiseaux et aux insectes pollinisateurs, eh bien, ils favorisent la biodiversité dans son ensemble. Ces deux groupes renvoient vraiment au bon fonctionnement des chaînes alimentaires et par conséquent au fonctionnement du milieu dans sa globalité. Donc, quand on a maintien de la végétation, en fait, elle dépend en partie de la pollinisation et de l'activité des pollinisateurs sauvages. Et qui dit maintien de la végétation, dit production de graines et de fruits, dit alimentation et abri pour les insectes, les oiseaux, mais aussi les autres animaux. Et du coup, leur présence de ces animaux, elle va induire la dissémination des graines, le retour des nutriments au sol, le contrôle des ravageurs et des parasites, entre autres. Et voilà pourquoi c'est important, cette prise en compte des interactions faune-flore dans les pratiques de conception et de gestion de nos espaces verts.
Alors, voyons maintenant quelles sont les recommandations à ce sujet dans le référentiel éco-jardin. Oui, alors le référentiel éco-jardin présente une grille d'auto-évaluation pour chaque chapitre. L'objectif de cette grille, c'est d'accompagner les gestionnaires et les jardiniers dans les changements de pratiques. Et ces grilles, elles sont aussi disponibles séparément sur le site du label. Donc c'est dans la grille Faune-Flore qu'on va aller chercher les dispositions que le référentiel éco-jardin propose pour la prise en compte des interactions faune-flore. Alors, les principales recommandations tirées du référentiel, elles sont rangées en 3 grandes catégories. Connaître et suivre la biodiversité, favoriser les plantes à intérêt écologique, et puis protéger les espèces et diversifier leurs habitats. Donc, dans un premier temps, on peut déjà agir sur la préservation de la biodiversité sur le site en intégrant des actions de préservation dans la gestion, comme la tonte sélective pour conserver des espèces spontanées remarquables ou des tas de bois morts. Ensuite, comme la connaissance et le suivi de la biodiversité, c'est le premier indicateur des progrès qui peuvent être réalisés par les changements de pratique, il faut bien entendu suivre l'évolution de cette biodiversité en mettant en place un inventaire initial et puis des protocoles adaptés aux espèces suivies, à la fois en termes de fiches d'observation et aussi de fréquences. Ensuite, pour favoriser les plantes à intérêt écologique, il s'agit là principalement d'installer et de préserver des plantes nectarifères, des plantes hôtes, etc., mais aussi des plantes qui peuvent être des plantes relais pour la faune auxiliaire, en privilégiant toujours des espèces d'origine locale. Enfin, il y a plusieurs leviers aussi pour protéger les espèces et leurs habitats. Donc un premier, c'est déjà d'identifier les habitats du site et toutes les espèces qui peuvent être désignées par un statut particulier, un statut de protection à différents niveaux, un statut de conservation, une espèce patrimoniale ou simplement à enjeu parce qu'elle est peu commune. On peut aussi diversifier les habitats pour la faune et pour la flore. Donc là, à la fois la création de micro-habitats spécifiques comme des mares, des haies ou le maintien de milieux ouverts intraforestiers, mais c'est aussi chercher à étendre les effets de lisière et les écotones, donc les zones de transition écologique entre deux écosystèmes qui permettent de diversifier, d'enrichir la biodiversité. Qu'est-ce qu'on retient de ces recommandations? Eh bien, on retient que la prise en compte de la biodiversité, ça passe par l'intégration des interactions faune-flore dans ces pratiques d'aménagement et de gestion, et que l'objectif, eh bien, c'est de maintenir un réseau d'habitat qui soit naturel ou de substitution, c'est-à-dire aménagé, pour ces espèces animales et végétales qui sont présentes ou celles que l'on souhaite accueillir sur le site. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de maintenir d'une saison à l'autre des espaces qui soient propices à leur installation quand on parle d'espèces végétales et des espaces pour chasser, se nourrir, se cacher, nidifier, pondre ou encore hiberner quand on parle d'espèces animales. Donc au-delà de l'aménagement de ces espaces, il s'agit aussi d'avoir des pratiques d'entretien qui permettent d'assurer la réalisation des cycles biologiques complets. Ça va être conditionné directement par les dates et les fréquences d'intervention. Et il s'agit aussi de permettre un accès aux ressources alimentaires. Donc pour les oiseaux, par exemple, comme c'est mentionné dans le référentiel éco-jardin, il est préconisé des modes de gestion qui favorisent la fructification des végétaux et aussi le développement des insectes. Oui, donc les insectes, c'est vraiment des acteurs essentiels des chaînes alimentaires. C'est des acteurs essentiels en tant que pollinisateurs, mais aussi en tant que prédateurs. Ça, c'est valorisé dans le cadre de la protection biologique intégrée, et aussi en tant que proie pour les oiseaux insectivores notamment et les chauves-souris. Alors, un grand nombre de ces insectes accomplissent leur cycle de vie dans les zones herbeuses, mais également aussi dans les strates arbustives et arborées. Et on a l'exemple de nombreux pollinisateurs qui accomplissent leur cycle dans les zones herbeuses, comme par exemple, on va avoir l'hivernage de certains bourdons
sur terre, ou encore le passage de l'hiver de certains papillons sous forme d'œufs ou de larves sur des tiges sèches avant d'émerger au printemps. Donc c'est ça qui justifie le maintien de zones refuges sans aucune intervention dans ces couverts enherbés, donc sans aucune intervention sur l'année, pour permettre la réalisation des cycles de vie et l'émergence de nouveaux adultes. Donc il est aussi recommandé, comme c'est aussi indiqué dans le référentiel éco-jardin, l'association de strates arborées, arbustives, herbacées, et aussi l'intégration aussi de la flore spontanée. Donc ça, c'est associé directement au fonctionnement des chaînes alimentaires et des chaînes générationnelles pour un large panel d'espèces, d'insectes notamment et d'oiseaux, parce que ça permet la nidification, la ponte, la survie des stades juvéniles et l'hivernage. Le principe de base de la gestion écologique, ça va être d'inventorier et de suivre cette biodiversité qui est présente sur le site. Mais ça demande en fait la connaissance des cycles de vie des espèces qui sont présentes et aussi de leurs besoins. Et ça va permettre, cette connaissance des cycles de vie et des besoins des espèces, ça va permettre d'adapter au mieux ces pratiques d'aménagement et de gestion. Donc en sachant qui elles sont, ces espèces, quels sont leurs habitats préférentiels, on peut mieux comprendre les interdépendances entre la faune et la flore et agir en conséquence. Donc, pour ça, on a invité Marine Lemaire et Chloé Laurent à témoigner. Donc, Marine Lemaire va partager son écran et prendre la parole. Son témoignage va illustrer comment ces actions de suivi de biodiversité sont conduites sur les espaces verts de Besançon et comment les équipes s'approprient les données naturalistes pour intégrer ce qu'ils en retiennent dans leur plan de gestion. Donc le temps de passer la parole. J'essaye. Ça fonctionne. Là, ça marche. Ok. Bon, on va recommencer du coup. Rapidement, on va passer ici. Donc voilà, Besançon, c'est une ville verte. Donc on a des espaces qui sont très diversifiés. On a des massifs forestiers, des collines avec des pelouses sèches, des espaces verts, des espaces arborés. Donc quelques chiffres, on a à peu près 2500 hectares d'espaces verts et puis 240 hectares de parcs et jardins. Donc, on a été élu capitale française de la biodiversité en 2018. Et puis voilà, nous, on travaille beaucoup en tout ce qui est gestion différenciée sur l'ensemble de nos espaces de la ville de Besançon. Donc, du coup, on pratique effectivement différentes gestions. Et puis, comme l'a dit Aurore tout à l'heure, on essaie toujours de mieux faire, mais en connaissant. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis en place différents suivis scientifiques pour essayer d'évaluer un peu la qualité écologique de nos espaces verts et principalement axé sur tout ce qui est flore et puis faune, entomofaune, tout ce qui est insectes. Pour ce faire, on travaille en partenariat avec différents partenaires pour tout ce qui est suivi scientifique. Donc certains qui sont faits en interne et d'autres qui sont délégués à des structures externes comme des associations, des universités, par exemple. Et là, j'ai mis quelques exemples de suivi qu'on réalisait. Donc le suivi CIRF-ZENET, par exemple, avec le Conservatoire d'espaces naturels, Cimetière Vivant avec l'Agence régionale de biodiversité, le diagnostic pollinisateur avec Arthropologia et puis Florilège Propage pour le muséum naturel. Donc voilà un peu l'ensemble des suivis qu'on peut mettre en place sur Besançon. Donc je vais en expliquer quelques-uns pour illustrer un peu mes propos et puis expliquer les résultats qu'on a pu avoir et puis ce qu'on en ressort après pour la gestion de nos espaces. Donc je vais présenter la méthode CIRF-ZENET. Donc on a réalisé en partenariat avec le Conservatoire d'espaces naturels de Franche-Comté. Donc c'est pour étudier les communautés de CIRF. Donc on a placé des tentes malaises sur différents sites de la ville de Besançon sur l'été, la saison 2019 et 2020. Et là on vient juste d'obtenir les résultats. Donc en fait c'est une comparaison. Donc c'est la tente malaise, c'est des pièges qui capturent tout insecte. Et puis nous on s'est pour l'instant ciblé sur les CIRF. Et donc en fait on fait une comparaison d'une liste d'espèces théoriques par habitat. Et puis on compare avec les espèces qu'on a observées sur nos sites. Et donc là, on a étudié sur 2 habitats, tout ce qui est pelouse et prairie, et puis après, habitat parc urbain, donc là où on prend plus la strate arbustive et la strate arborée en compte dans les résultats.
Et donc là, on peut voir que sur nos pelouses prairies, on arrive à 61% d'intégrité écologique, donc c'est un score de qualité de nos espaces qui est plutôt bon. Et puis 50% pour tout ce qui était parc urbain et puis zone strate arbustive et puis strate arborée. Donc c'est un peu plus faible. On se rend compte qu'on trouve quand même pas mal d'espèces différentes. Donc là, c'est uniquement les cirques, hein, donc 66 espèces sur tous les sites confondus. Et donc le constat est que si on arrive à 50% dans les parcs urbains, c'est qu'en fait on s'est rendu compte que toutes les communautés de cirques qui étaient inféodées à la strate arbustive, pour une majorité, étaient absentes. Et donc c'est sensiblement ce qui pourrait manquer effectivement sur nos espaces, c'est la strate arbustive. Donc voilà, déjà ça c'est un premier résultat qu'on a pu avoir et puis qui va nous permettre d'adapter par la suite nos modes de gestion. Un deuxième exemple, c'est le programme Cimetière Vivant qui a été initié par la RBI de France, donc que nous avons mis en place sur Besançon en 2020. J'ai fait faire ce travail par un stagiaire et puis on a mis en place différents suivis, donc le suivi de la flore spontanée des interstices et des longs murs entre les tombes, un suivi entre les interactions pollinisateurs-fleurs effectivement sur nos pelouses et prairies qui sont présentes dans nos cimetières, et un suivi de la qualité des prairies et des pelouses dans les cimetières. Donc on a choisi de travailler sur les cimetières puisque c'est un milieu où on essaye au maximum maintenant de faire de la gestion différenciée et puis surtout de laisser la flore spontanée que j'ai illustrée par quelques images pour se développer. Et puis, d'autant plus que certains de nos cimetières sont effectivement labellisés éco-jardins. Pour très rapidement quelques chiffres qu'on a pu avoir, donc sur la flore, on a eu 115 espèces sur les interstices des tombes, donc c'est tout ce qui concerne plutôt la flore spontanée, et puis après 77 espèces sur tout ce qui est prairies et pelouses. Donc là, ça peut être des prairies qui sont naturelles ou des pelouses qu'on fauche ou dont la gestion est plus courante et plus régulière. Ce qui ressort le plus souvent, c'est tout ce qui est astéracées et fabacées. Et puis, au niveau des pollinisateurs, on a recensé 43 espèces de 19 taxons différents et qui sont concentrés principalement sur les hyménoptères et les diptères. Et à l'issue de ce suivi, on s'est rendu compte d'un constat qui est relativement logique, c'est que la richesse spécifique, donc la diversité de pollinisateurs, est plus faible, plus le cimetière a un habitat homogène et plus la diversité est faible, ce qui est assez logique. Voilà. À partir de ça, on s'est demandé, avec tous ces résultats, comment on allait pouvoir se les approprier dans notre mode de gestion courant réalisé sur nos espaces. Donc bien évidemment, on va poursuivre la gestion différenciée et puis la mise en place d'habitats différenciés sur tous nos sites. On pratique généralement une fauche tardive. Donc on a quand même 70 hectares en fauche tardive ou en fenaison. En fenaison, c'est principalement pour alimenter le troupeau ovin et caprin de la ville qui pâture sur certains de nos espaces. Dans chaque milieu, on essaye de différencier les strates et puis d'avoir une strate arborée, arbustive et puis arborée assez bien représentée. Et puis, on n'oublie bien sûr pas les usagers, donc en réalisant, par exemple, dans un parc, des zones de fauche avec des hauteurs différentes pour que les gens puissent quand même, les enfants jouer, les adultes venir s'allonger au printemps, en été, sous les arbres, par exemple. On peut aussi faire des aménagements un peu plus pédagogiques comme les spirales à insectes, donc avec des plantes aromatiques par exemple, et puis des murs en pierre sèche. Donc ça a l'avantage d'attirer à la fois les insectes et puis c'est très pédagogique pour les enfants ou les usagers qui sont à proximité. Voilà, donc je disais qu'on s'était rendu compte que la strate arbustive manquait sur nos espaces. Donc du coup, à partir de maintenant, on va essayer quand même de favoriser ça au maximum, si possible, donc de faire des strates arbustives, des effets lisières dans certains de nos espaces tant que c'est possible. Donc que ce soit des haies de plantes de végétaux locaux ou bien des haies de petits fruitiers, par exemple. Donc ça va permettre d'avoir de la ressource alimentaire et puis aussi pour certains insectes servir de corridor pour se déplacer sur différents lieux.
Et donc, on profite de ça pour faire des animations, des projets pédagogiques, entre autres avec des scolaires. Donc, ça permet de sensibiliser les enfants, le jeune public à l'intérêt de planter certains types de plantes pour amener des pollinisateurs et puis qui vont profiter effectivement à d'autres espèces, d'autres taxons comme les oiseaux. À partir du moment où il y a des insectes, les autres taxons peuvent être présents. Pour poursuivre un peu les actions qu'on essaie de réaliser, on va essayer de planter le plus de fleurs sauvages possible. Donc on fait une culture et puis une récolte de graines et culture sur site sur nos serres là, de l'orangerie. Et puis on essaye donc de récolter le plus de fleurs sauvages possible pour pouvoir après les remettre dans nos espaces. Alors pour l'instant c'est que en phase de test. On l'a fait sur certains de nos sites, mais on récupère aussi avec d'autres partenaires ou d'autres structures des plantes locales, en tout cas du Carré Grand Est, qu'on va aller ressemer sur nos espaces pour favoriser au maximum les végétaux locaux. On va aussi tester le pollinomètre là avec Arthropologia et puis GDR Pollineco à partir de cette année 2021 pour essayer de voir un peu la pollinisation et le succès reproducteur des plantes et puis favoriser les insectes sur nos espaces. Voilà. Ensuite, en 2021, donc, on va, pour parfaire un peu nos connaissances sur les communautés d'insectes, on va continuer un peu nos suivis scientifiques. Donc, on va avoir différentes choses à mettre en place en 2021. Donc, on va continuer le programme CIRF-ZENET, mais cette fois-ci, on se penchera exclusivement sur les apidés, donc pour nous permettre d'avoir un peu le cortège d'espèces et puis voir si qu'est-ce qui pourrait manquer dans nos espaces pour tout ce qui est abeilles. On va aussi faire un programme sur les pollinisateurs avec le GDR Pollineco et puis un stagiaire. Donc sur les communautés d'insectes pollinisateurs avec des assiettes colorées. Donc là, ce sera pareil, ce sera dans nos prairies et pelouses des espaces verts. Et puis, pour essayer de comprendre un peu plus l'impact de la fauche ou des différentes dates de fauche ou de hauteur de fauche, par exemple, on va mettre en place des zones expérimentales de fauche, donc sur quelques espaces différents de la ville de Besançon, donc qui nous permettra, sous forme de quadra, de suivre un peu plus précisément voilà, la reprise de pousse après la fauche. Est-ce que les fleurs peuvent repartir après? Est-ce qu'il y a toujours autant d'insectes suivant si on a fauché au mois de juillet ou au mois d'août, au mois de juin? Donc on va faire des zones tests expérimentales sur la ville de Besançon à partir de 2021 pour quelques années. Donc effectivement, la ville de Besançon, on travaille beaucoup sur les insectes et sur la flore, mais on part du principe que effectivement, si on favorise tout ce qui est strate végétale, eh ben ça favorise effectivement les pollinisateurs et puis les autres taxons comme les oiseaux par exemple dont on parlait tout à l'heure, dont se nourrissent donc, les oiseaux et puis les mammifères par exemple. Voilà. Voilà pour moi. Merci Marine pour cette illustration un petit peu de comment les actions de suivi de biodiversité viennent alimenter les réflexions autour de l'adaptation des plans de gestion de ces espaces, aussi en fonction des autres objectifs que celui de la biodiversité, même si c'est un objectif qui conditionne toute l'écriture des plans de gestion, et à celui de l'usage qui est aussi qui ne peut pas être mis de côté. Effectivement. Oui, on prendra les questions, comme avait dit Aurore, en fin de session. On va donner la parole maintenant à Chloé Laurent, de la ville de Lyon, qui va pouvoir partager son écran. Hop. Bonjour à tous. J'espère que vous voyez bien. Pas encore. Ça va venir. Du coup, Chloé va nous faire une visite virtuelle du parc de Gerland, qui est labellisé Éco-Jardin. Et puis, ça va nous permettre de voir l'évolution du site en termes de prise en compte de la biodiversité et des interactions faune-flore.
Voilà. À toi. Bonjour à tous. Du coup, je suis Chloé Laurent, je suis technicienne environnement et achat durable à la direction des espaces verts au pôle développement durable, donc à la ville de Lyon. Je vais désactiver ma caméra et je vous propose en fait, dans un premier temps, de vous présenter le cadre de travail à la ville de Lyon, mais de façon très rapide, et puis de vous présenter en fait le parc de Gerland, qui a été renommé Gerland Henri Chabert depuis pas très longtemps, qui est situé dans le 7e arrondissement lyonnais. Donc le cadre de travail à la ville de Lyon, c'est tout d'abord 430 hectares d'espaces verts qui sont gérés par la direction des espaces verts qu'on a en régie. On est certifié ISO 14001 donc pour nos bonnes pratiques environnementales depuis l'année 2005 et on a obtenu en fait une 4e fleur en 2017. Et on a une douzaine d'espaces qui sont labellisés éco-jardins, dont le parc de Gerland qui est labellisé depuis 2012. Et on a eu le renouvellement en 2020, du coup, pour la gestion écologique qui est mise en œuvre par l'équipe de jardiniers du parc de Gerland. C'est une équipe d'à peu près d'une dizaine de jardiniers. Et je voulais vous présenter dans un premier temps en fait le contexte a priori défavorable en fait pour accueillir en fait des interactions faune-flore. Voilà, je pense que ça suit, vous voyez bien la suite. Donc le parc de Gerland, en fait, il est. Oh, je reviens sur la localisation, pardon. Donc le parc de Gerland, il est situé au sud de Lyon, dans le 7e arrondissement, donc le long du corridor principal qui est le Rhône à Lyon, et sur la cartographie que vous avez sur l'écran, c'est situé sur l'orchidée pyramidale, en fait, qui est relativement présente en fait sur le parc de Gerland. On verra pourquoi. Donc c'est un parc de plus de 20 hectares et qui est l'œuvre en fait de Michel Corajou, qui a été créé en 1998 sur une ancienne friche industrielle et qui a une vocation clairement au départ sportive, récréative. Et du coup, comme on voit là sur l'image, en fait, c'est essentiellement des pelouses récréatives, mais aussi une méga forbier qui a été intitulée comme ça, où il y a une présentation végétale de type pépinière. Donc, c'est une méga forbier sur laquelle depuis de nombreuses années maintenant, en fait, on teste nos palettes de fleurissement horticole, sur lequel on a mené des études sur l'attractivité des pollinisateurs par rapport à l'attractivité des plantes horticoles sur les pollinisateurs sauvages. Je ne vais pas m'étendre en fait sur cette étude-là parce que ça fait l'objet d'une fiche en fait dans le projet Apollo dont a parlé Marianne Edon en introduction. Mais simplement, voilà, c'était pour vous présenter ce type des pelouses récréatives, une méga forbier, 1 millier d'arbres quand même qui sont présents sur le parc de Gerland. Et puis en fait, un jardin chromatique aussi, et en termes de contexte peu favorable. C'est ce qui a été noté aussi, notamment dans les audits éco-jardins de 2020, en fait. Donc, sur tout le développement de la faune nocturne, en fait, ce jardin chromatique, en fait, donc c'est un parc qui est éclairé la nuit, qui est visible de la 7, en fait, qui est sur l'autre rive du Rhône, semble peu favorable pour développer les interactions faune et flore. Donc voilà, on n'est pas du tout sur une conception écologique, mais on a pu, en fait, les jardiniers, depuis une dizaine d'années maintenant, en fait, on a pu favoriser une diversification des milieux. Ça a tout d'abord commencé, en fait, par une action sur les milieux de prairies, à savoir, en fait, le développement de fauches tardives, qui était mise en place au départ de façon annuelle l'été. Et puis, petit à petit, en fait, en 2010, on a commencé à travailler avec l'association Arthropologia et l'INRA d'Avignon, en fait, dans le cadre du projet Urban Bees, donc qui est une étude qui a été menée de 2010 à 2015, dont l'objet, en fait, était la présence des pollinisateurs sauvages en milieu urbain. Et à partir de ce projet Urban Bees, on a été formé, on a installé des hôtels à insectes, comme on peut le voir sur les images, mais aussi des spirales aromatiques et le développement, en fait, des prairies de fauche. On a mis aussi en place des suivis avec l'outil Florilège qu'a présenté Marine Lemaire, donc un suivi participatif national qui s'adresse aux gestionnaires. Et petit à petit, aujourd'hui, ce qu'on développe, en fait, on est vraiment on développe en fait plus des prairies de fauche annuelles, mais du coup vraiment des zones de refuge. Parce qu'on accueille en fait à travers ces zones de refuge, on a 350 espèces présentes en fait sur le parc de Gerland en termes d'espèces d'angiospermes, sur du végétal, avec des bonnes surprises. Là, on a à l'écran en fait une petite aux frises bourdon.
On a aussi de l'orchis pyramidale. Et puis surtout, en fait, le parc de Gerland accueille plus de 130 espèces d'insectes et notamment une douzaine d'odonates parce qu'on a la présence, en fait, d'un peu de bassins. Donc en fait, on est sur une diversification au départ des actions qui sont menées en fait sur la transformation de pelouses récréatives en prairies de fauche, puis en zone de biodiversité, en refuge de biodiversité. Il faut savoir en fait qu'il n'y a pas eu de sursemis en fait de prairies fleuries ou de prairies attractives, notamment pour les pollinisateurs, mais on est bien en fait simplement sur la transformation au départ de pelouses récréatives et simplement en adaptant l'itinéraire technique, en fait, on a pu avoir en fait de la prairie avec un intérêt floristique, notamment pour l'entomofaune, mais pas que. Le dernier projet en cours, donc c'est toujours avec l'association Arthropologia, c'est le développement en fait de milieux qui sont relativement absents dans un milieu urbain dense comme Lyon. C'est le développement en fait de buttes de terre qui sont régulièrement désherbées par les jardiniers, dont le principal intérêt, en fait, c'est de permettre à des abeilles terricoles, donc qui vont nidifier dans des sols à nu, de permettre en fait un maintien en fait de ces populations d'abeilles sauvages terricoles. Donc voilà pour les milieux prairiaux qui ont été largement diversifiés et entretenus. L'autre thématique sur les oiseaux, en fait, sur le parc de Gerland. Donc en 2010, on avait un inventaire de la LPO Rhône qui avait noté l'intérêt en fait du parc de Gerland parce que situé en bord de Rhône. Et puis dans le schéma initial, le dessin initial de Michel Corajou, on avait des jardins aux oiseaux, mais c'est un mât à nichoir qu'on distingue en fait derrière sur la photo, qui sont relativement peu intéressants. Enfin, c'est plus un outil pédagogique en fait pour montrer qu'il y a différents types de nichoirs qui pourraient accueillir différents types d'oiseaux. Mais du coup, hormis ça, on a commencé à développer, en fait, à cibler des nichoirs pour notamment accueillir tout un cortège de mésanges, mais aussi, alors on note en fait sur les 10 ans sur Lyon, en fait, la disparition du moineau friquet qui était présent en fait en 2010 sur le parc de Gerland, mais qui en 2019 en fait est complètement absent du site. Donc, depuis l'année dernière, en fait, on rééquipe le parc de Gerland en nichoirs, notamment pour essayer de maintenir, des populations d'oiseaux. Parce que bon, comme dans les grandes villes, en termes d'oiseaux, c'est assez catastrophique. Voilà sur les actions d'oiseaux, mais plutôt que développer uniquement des gîtes, à savoir de la mise en place de nichoirs ou du maintien d'arbres avec des cavités, il est important en fait en ville de développer l'épicerie, à savoir comme on le voit là en fait sur des chardons. Il y avait des images de chardonnay aujourd'hui, donc c'est à travers le maintien de zones de refuge où les plantes peuvent faire leur cycle complet qu'on va pouvoir apporter en fait l'épicerie nécessaire au maintien des oiseaux. Et on a vu le gîte, on a vu l'épicerie, on a la chance aussi d'avoir des colonies d'hirondelles de fenêtres en fait qui passent sur Gerland. Et pour ça, en fait, on aimerait bien qu'elles s'installent, mais encore des milieux qui sont très peu présents dans un milieu urbain, c'est de la boue disponible. Donc là, l'équipe de Gerland, en fait, à l'automne 2020, ils ont créé 2 mares, notamment pour apporter, dont l'intérêt pour les oiseaux, en fait, c'est d'apporter de la boue disponible. On envisage en fait aussi de mettre en place un système de repasse pour attirer des colonies d'hirondelles de fenêtres pour pouvoir continuer. Donc on est encore sur une diversification d'un milieu pour favoriser les interactions. Donc là on est plutôt sur la vie faune. On a la chance en fait sur Gerland aussi d'avoir des bassins aquatiques, mais relativement peu d'amphibiens, parce qu'aussi aujourd'hui on note que la présence de grenouilles dites vertes, malgré la présence de prédateurs comme le héron. Donc les mares aussi vont servir, on espère, à enrichir en fait le parc en fait, notamment d'espèces amphibiens. On a la particularité sur Gerland en fait d'être en bord de Rhône et depuis plusieurs années, depuis une bonne dizaine d'années maintenant, en fait, on a la présence du castor sur le Rhône, qui est pas sans contrainte pour les gestionnaires, parce que en fait, les berges de Rhône, donc on n'est pas sur une ripisylve, parce que vous voyez bien que la berge est assez étroite, mais on s'attache en fait à diversifier les essences forestières spontanées qui vont se développer. Alors,
la particularité en fait de cette berge, en fait, elle est le long de la piste de jogging du parc de Gerland. Donc quand les castors en phase hivernale en fait vont aller grignoter et nous laissent uniquement des peupliers taillés en crayon, nous on intervient derrière pour pouvoir abattre l'arbre en fait en raison de sécurité. Mais on s'attache quand même en fait à préserver ce petit milieu de répicile, je sais même pas si on peut le nommer répicile parce que c'est tellement étroit, mais on a une bande en fait bien diversifiée qui notamment accueille un superbe papillon qui est le petit Mars changeant et qui est directement inféodé en fait au saule et au peuplier, pardon. Voilà, on a une contrainte actuelle. Marine Lemaire parlait du développement en fait de la strate arbustive. Donc, pour plein de raisons en ville, ce développement de la strate est difficile, notamment pour des raisons de sécurité. Et là, le service en fait s'engage sur de la plantation forestière, à savoir planter des jeunes baliveaux dans plein d'endroits en ville. Et aujourd'hui, on a une contrainte en fait parce qu'on sait que le parc de Gerland, il y a des bonnes populations de lapins qui supposément vont aller grignoter ces baliveaux, et on va aujourd'hui se poser de ces questions et on est en plein en fait sur les interactions faune-flore. C'est aussi pas toujours dans le sens des jardiniers ou de ce qu'on aimerait voir se développer, mais du coup il faut qu'on continue à apprendre à faire avec. Voilà pour ce survol du parc de Gerland. Actuellement le parc de Gerland il est ouvert jusque 18h. Et puis j'espère que vous aurez compris en fait que à travers une conception au départ qui paraît défavorable, c'est vraiment à travers l'action quotidienne de gestion qu'on peut transformer et qu'on peut enrichir et diversifier en fait des milieux d'accueil au profit des interactions de la faune et de flore, en essayant de recréer, alors dans un milieu urbain très dense, quand on est sur la ville de Lyon, mais de recréer en fait une mosaïque paysagère, des écotones, des effets lisières, en fait, qui vont renforcer la présence qui vont renforcer ces interactions faune et flore. Donc, je remercie vivement Eric Boglaenko pour toutes les photos qu'il peut faire tout au long de l'année. Et puis, j'espère que vous aurez apprécié la qualité des photos et je vous mets les contacts si vous voulez d'autres renseignements de notre part. Voilà, je vous remercie. Merci Chloé pour cette visite qui donne envie d'être dehors, même la nuit. Donc il y a eu quelques questions sur le chat, des questions un peu de détails, de détails de compréhension, je veux dire, de ce que ont pu présenter Marine Lemaire et Chloé Laurent. Et il y a eu d'autres types de questions qui sont plus de l'ordre de la discussion. Aurore, est-ce que tu as sélectionné quelques questions pendant les interventions ? Oui, du coup, je propose peut-être de commencer par les questions directement adressées à Marine Lemaire et à Chloé Laurent sur leurs interventions. Alors, à Besançon, il y a eu 2 questions. C'était quelle était la période, quand vous parliez de fauche tardive, du coup, à quelle période elle était réalisée, et puis une indication de quelle surface est nécessaire pour pouvoir mettre en culture un site de production de graines, et est-ce que ce serait possible aussi en milieu un peu plus contraint. Donc là, je pense que la question provenait de la région francilienne. Alors, Marine ? Alors, oui. Alors, pour la première question sur la fauche tardive, je crois. Alors, nous, ce qu'on appelle fauche tardive, c'est vraiment en fin de saison, en fin d'été, donc septembre-octobre, une fois que le cycle complet des plantes avait pu être effectué. Après, suivant nos espaces, on fait des fauches à différentes périodes. Donc, il y a de la fauche plus classique qui peut être faite en fin de printemps. Et puis, effectivement, la fauche tardive vraiment presque à l'automne. Ça, c'est pour la première question. Et la deuxième question, au niveau des cultures de graines. Alors, effectivement, il faut quand même une surface relativement conséquente. C'est pour ça aussi que nous, finalement, c'est pas si simple que ça à mettre en place, puisque si on veut vraiment avoir une diversité de plantes qu'on cultive, qu'on récolte nous-mêmes, il faut quand même des parcelles, des grandes parcelles, en fait, assez homogènes pour pouvoir récupérer différentes plantes. Après, sur une petite zone, je pense que c'est possible en faisant des bandes de fleurs. Voilà, vous choisissez quelques espèces et vous faites
des petites bandes, et puis vous allez récolter vos graines, mais après, ça demande quand même un certain temps et puis une certaine technique pour les récupérer, les faire sécher après. Et c'est vrai que c'est pas si simple que ça. Voilà, pour nous, c'est vraiment en test, donc on n'est pas encore efficace complètement là-dessus. Voilà, donc c'est pas si facile. C'est pas si facile. Ok, bah merci pour ce retour d'expérience. Et Chloé, une petite question sur, tu as présenté des nichoirs, différents types de nichoirs, sur des références de fixation de nichoirs sur les arbres qui ne les endommagent pas. Comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez des conseils? Alors du coup, on avait banni en fait les clous aluminium là dans la photo que j'ai pu passer. En fait, c'est des nichoirs bois béton là de Schwegler, pour citer une marque, mais du coup qui conseille en fait des clous aluminium. Et nous, c'est vrai que le service arbre depuis assez longtemps maintenant nous a interdit en fait l'utilisation de ces clous. Donc en fait les systèmes d'attache en fait c'est soit de la sangle caoutchouc qui est récupérée, donc sanglée, et qu'on peut en fait ajuster au niveau de la croissance des arbres, soit en fait du Toltex en fait qu'on va utiliser pour les tutorages des arbres. Mais du coup, c'est important de privilégier en fait des systèmes qui soient réajustables et qu'on puisse suivre au niveau de la croissance. Voilà. Et on a privilégié aussi une hauteur intermédiaire parce que tous les jardiniers ne sont pas habilités à travailler en hauteur. Donc voilà, on est sur une hauteur intermédiaire à plus ou moins 3 mètres, ce qui est relativement bas. Et on a privilégié en fait de l'arbuste sur le site de Gerland pour que les jardiniers en fait puissent assurer eux-mêmes le suivi annuel sur les nichoirs, et puis aussi puissent faire de l'observation sur le suivi d'occupation de ces nichoirs. Mais et comme ça, on se dédouane en fait des interventions des élagueurs, des arboristes élagueurs de la ville de Lyon. Voilà. Ok, bah merci pour ces précisions. Il y a eu une autre question juste pour préciser en fait pourquoi c'était compliqué pour des raisons de sécurité de développer la strate arbustive. Alors est-ce que tu peux redire quelques éléments à ce sujet? Alors, je pensais pas forcément au parc de Gerland en disant ça, mais c'est souvent en fait qu'on est pour raison de sécurité, notamment dans des parcs ou des squares qui sont plutôt dans les arrondissements en fait, dans des zones urbaines où en fait on a la police en fait qui nous demande de pas forcément privilégier le développement de ces strates arbustives pour des besoins de visualisation de leur part. Notamment, plus après, selon les sites, c'est souvent des zones refuges qui vont servir de toilettes sauvages. Donc ça pose quand même plein de questions sur les usages, en fait, le développement de ces strates arbustives. C'est pareil sur Besançon. On a les mêmes problématiques sur Besançon au niveau de la strate arbustive. C'est vraiment pour ça qu'elle manque d'ailleurs. Oui. D'accord. Eh bien, merci pour ces précisions. Alors, quelques questions autour de la mise en place des protocoles dont vous avez parlé, notamment à Besançon, celui sur Save the Net, la fréquence des suivis. Peut-être qu'on pourra communiquer aussi le lien pour mettre en place le protocole localement. Alors, Save the Net, donc du coup, nous, on l'a fait d'abord sur les cires, donc ça a duré 2 ans. Et donc, en fait, on installe le dispositif en début de printemps, retiré en septembre. Donc, ça a été fait sur 2 ans. Et là, c'est pareil, sur les abeilles, ce sera sur les 2 années qu'on a effectué suivi. Donc après, sur certains sites, ça peut être plus long. Mais nous, on a choisi 2 ans pour des questions logistiques. Voilà. Après, oui, je vais pouvoir vous trouver un lien et puis je vais le mettre à partager pour que vous puissiez avoir plus d'infos sur ce protocole. Super, bah merci. Alors, une petite des questions qui sont plus sur des sujets en rapport avec les zones de prairies. Alors, il y a eu une question sur un retour d'expérience en fait de prairies gérées en fauche tardive et qui se transforment, enfin de prairies sans intervention, qui se transforment finalement souvent en ronciers et qui obligent les gestionnaires finalement à broyer régulièrement pour maintenir l'espace ouvert. Et donc, est-ce que vous avez des conseils à donner ou des retours d'expérience sur comment éviter ce fonctionnement? Je peux essayer de répondre parce que c'est vrai que j'ai évoqué les zones de refuge tout à l'heure, mais c'est des zones en fait qui sont quand même fauchées
une fois tous les 3 ans, justement pour éviter le développement des ligneux et qu'il n'y ait pas en fait une fermeture complète du milieu de prairie. Et c'est vrai que le développement de ces zones de refuge, en fait, elle va de pair avec une intervention, mais qui n'est pas de l'ordre de l'intervention annuelle, mais qui peut être de l'ordre une fois tous les 2 ans, tous les 3 ans. Après, c'est vraiment un suivi en fait des arbustes pionniers type églantier notamment en fait et roncier qu'on a sur les sites. Donc après sur les ronciers, il n'y a pas mieux que de l'arrachage. Voilà. Donc ça va pas en fait une zone refuge, c'est pas aussi une zone qu'on va laisser sur le long terme. Voilà. Très bien, merci. Une deuxième interrogation. Alors, sur la proportion, peut-être une question qui revient un petit peu sur le sujet. Quelle proportion entre flore horticole, sauvage, locale, spontanée, proposée en fonction des équipes, des sites? Comment vous avez réfléchi la question? Je pense que vous avez 2 approches un peu différentes à Lyon et à Besançon. Ce serait peut-être bien d'avoir le retour de chacune d'entre vous. Peut-être Marine pour commencer? Alors, nous, alors flore horticole, flore sauvage. Quand on dit flore spontanée, donc c'est pas sur tous nos sites. Hein, on peut avoir de la flore sauvage que nous on va sursemer sur nos prairies. Donc ça peut demander un certain temps et puis une certaine technique. Après, effectivement, il y a quand même une petite part de flore horticole, mais qui tend de plus en plus à diminuer. Et on essaye de mettre plutôt en place, même sur les plantations, des végétaux qui soient locaux, que ce soit des vivaces ou au niveau arbustif ou même ou arbre. Donc ça leur change pas forcément grand chose. Après il y a voilà tout ce qui est fauche, rotation de fauche qui nous demande beaucoup de temps, puisqu'on essaye sur des espaces où on ne peut pas laisser forcément en fauche tardive, on essaie quand même de faire des rotations pour pas que tout soit fauché en même temps. Donc niveau temps de travail, je pense que ça peut sûrement s'équilibrer par rapport à ce qui était fait auparavant où vraiment on avait de la flore horticole pure, et puis maintenant où en fait c'est plutôt les techniques et le travail des jardiniers qui a tendance à changer au fur et à mesure des années. Et puis voilà, il y a aussi tout ce qui est suivi, donc dont une grosse partie sont faites par les équipes, donc qui demandent aussi beaucoup de temps de travail. Donc finalement, je pense que l'un dans l'autre, on s'y retrouve pas mal. Et voilà, après, effectivement, tout ce qui est flore spontanée, ben là, il n'y a pas besoin forcément d'entretien, même si même s'il faut quand même toujours faucher de temps en temps ou aller, ou en tout cas faire des accès ou ce genre de choses. Donc voilà, il y a toujours une intervention qui est réalisée par les équipes, et puis on laisse pas complètement la flore spontanée se développer comme elle le souhaiterait. Merci. Chloé? Eh ben, pour compléter, enfin, c'est vrai que les visions sont différentes à la ville de Besançon et à la ville de Lyon. Là, la ville de Lyon, en fait, on a fait le choix, en fait, de maintenir, en fait, des espaces de fleurissement saisonnier annuels. Alors, c'est en train de changer. On attend des positionnements politiques actuellement, suite à la nouvelle municipalité lyonnaise. Mais, aujourd'hui, en fait, on a le maintien, en fait, d'espaces stratégiques de fleurissement saisonnier dans tous les arrondissements. Mais depuis 2017, en fait, on a fait le choix, en fait, donc sur le parc de Gerland, de tester les palettes végétales de l'année suivante. Donc là, vont être mises en place 2021 la thématique 2022. On teste les plantes pour notamment leur résistance, le maintien sur la saison, mais aussi, en fait, on va faire ce choix de plantes horticoles, donc exotiques, donc pas forcément intéressantes pour l'entomofaune locale, mais on va donner un critère, en fait, d'intérêt pour les pollinisateurs. Et ça, en fait, c'est des démarches qui font suite à une étude de quantification de l'attractivité. Donc, on est uniquement sur de la quantité des pollinisateurs qui vont venir se poser sur une flore horticole exotique, sans pour autant savoir si l'activité de butinage est intéressante pour les larves des pollinisateurs. Donc, on a quand même en fait une démarche on garde du fleurissement saisonnier, mais on essaye en fait de choisir des plantes horticoles qui sont le plus attractives ou supposément attractives pour les pollinisateurs. Donc, ça nous permet en fait de garder un patrimoine, un savoir-faire horticole
qu'ont encore les jardiniers, même si en fait ces massifs stratégiques de fleurissement saisonnier, ils ont tendance à baisser, parce que après ça va de pair aussi avec des restrictions d'arrosage annuelles qui sont répétées. Donc aujourd'hui, on a l'obligation d'adapter, mais on ne voudrait pas abandonner complètement en fait ce savoir-faire horticole, et on essaie de le coupler en fait avec des entrées biodiversité. Après, on a un service technique, on n'est pas un bureau d'études ou un laboratoire universitaire qui va pouvoir en fait travailler ces questions de l'intérêt nourricier de la plante horticole exotique pour les pollinisateurs présents. Donc on essaye voilà, c'est un positionnement, on développe la flore spontanée comme à Besançon, du coup, sur une meilleure acceptation. Donc c'est toujours un développement de la flore spontanée, mais qui est quand même maîtrisé. Mais on garde aussi cet axe de fleurissement saisonnier, ce qui nous a permis aussi d'avoir les 4 fleurs en 2017. C'était un peu le couplage en fait voilà, des apports biodiversité et puis un maintien en fait d'un fleurissement un peu traditionnel espace vert. Très bien, eh bien merci pour ces réponses. Alors il doit rester 1 ou 2 questions non traitées, on y répondra par mail, mais il est midi, donc on va clôturer ce webinaire. Juste pour rappeler que il y a des ressources qui sont associées à toutes les présentations dont on vous a parlé. C'est les ressources du projet Apollo que vous pouvez retrouver sur le site de Plantécité, et le référentiel Éco-Jardin. Et vous dire aussi que la rencontre annuelle de valorisation des labellisés se déroule en visioconférence le 1er février prochain, et que vous pouvez vous y inscrire pour y participer et ainsi voir d'autres témoignages axés sur différents sujets. Il y aura notamment une présentation aussi de la ville de Lyon à nouveau. On vous remercie pour votre participation. On vous renverra d'ici quelques jours le lien pour visionner le replay et les réponses aux éventuelles questions qui n'auraient pas été répondues. Et on vous souhaite une bonne journée.